Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir. C'est nous votre bienvenue dans Regard Croisé, le deuxième numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord de la République démocratique du Congo. Kigali et Kinshasa proposent un projet de paix à Washington. Notre deuxième sujet concerne le Rwanda et les États-Unis. Washington et Kigali envisagent un accord d'expulsion de migrants. Troisième sujet, nous prenons la direction du Ghana pour parler de lutte contre la corruption. Le président sanctionne plus de 40 proches. Puis nous terminerons, bien évidemment, par le Togo, 5e République. Quelle promesse? C'est notre interrogation. Et pour en parler ce soir, 2 invités sur ce plateau. Avec moi, Horus Dankovi, vous êtes activiste panafricain. Bonsoir Horus et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous ceux qui nous suivent, aux spectateurs et téléspectatrices. Merci beaucoup à vous, Horus, d'avoir répondu à notre invitation. Ça fait un plaisir. Notre deuxième invité ce soir, Bosoleil Obekou. Vous êtes président de l'association Togo pour tous et analyste politique. Bonsoir Bosoleil et bienvenue. Bonsoir docteur et bonsoir aux téléspectatrices et téléspectateurs de New World TV. Merci beaucoup à vous d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir. Avec vous, nous abordons notre premier sujet. Nous prenons la direction de Washington pour parler de ce projet d'accord en cours entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Selon les informations, les 2 pays ont proposé un document de processus de paix à Washington. On sait qu'il y a une médiation qui est dirigée par les États-Unis. Washington a pu d'abord obtenir une déclaration de principe pour les 2 pays qui s'accordent à envisager des voies pour une sortie de crise. Et les 2 pays viennent de franchir une nouvelle étape avec des propositions qu'ils soumettent aux États-Unis. Nous en parlons avec nos invités. Il faut dire, avec vous, Horus, que les États-Unis marquent une nouvelle avancée dans leur médiation avec la République démocratique du Congo et le Rwanda. Ils ont pu, dans un premier temps, rassembler les 2 chefs d'État avec une déclaration de principe qui a eu lieu il y a de cela quelques jours ou quelques semaines. Et puis après, on apprend que les 2 pays proposent un contenu pour arriver à un accord de paix, même si cela reste à perfectionner, à prendre en compte les points de vue de chacun, les exigences de chacun pour arriver à une déclaration officielle. Et ne faut-il pas déjà se réjouir de certaines avancées constatées dans la médiation américaine? Alors, moi je suis pas spécialement enthousiaste parce qu'après j'ai plus la sensation d'un pompier pyromane. On sait que le Rwanda, un des principaux soutiens du Rwanda, ce sont les États-Unis. Kagame y a fait ses classes à l'époque où il était dans la rébellion. On sait que le Rwanda ne fabrique pas d'armes, que l'armée rwandaise a le soutien récurrent des États-Unis. On a l'instabilité de l'Est du Congo et étonnamment ces derniers moments on a les accords très, très curieux entre griffes entre Tshisekedi et le gouvernement américain pour l'exploitation minière de la région du Kivu. Donc moi personnellement je trouve cette avancée des États-Unis assez curieuse parce que pour moi les États-Unis avaient les moyens d'interdire au Rwanda de s'immiscer dans les affaires internes du Congo. La preuve en a été qu'on a vu comment Trump a réagi lorsqu'il s'agit du conflit russo-ukrainien. S'il a pu influencer de façon radicale et de façon crue M. Zelensky, il va de soi qu'il aurait pu faire de même avec M. Kagame, ne serait-ce que pour ce qui est de la sécurité interne du Congo. Donc je trouve assez curieux le fait d'être un des principaux sponsors d'un pays que l'on sait impliqué dans une certaine instabilité de son voisin, et de revenir faire du business avec son voisin en prétextant de la sécurité qu'on va lui apporter. Je trouve que c'est un deal particulièrement vicieux et particulièrement curieux. Est-ce que je dois applaudir ça? Je ne vois pas en quoi je dois applaudir. J'aurais voulu que des Africains puissent régler leurs problèmes eux-mêmes sur les terres d'Afrique. Le fait de devoir, quémander une médiation, être dans une position subalterne dans un pays étranger que l'on sait prédateur, ne serait-ce que par son histoire,
me semble assez décevant pour l'Afrique que l'on souhaite construire. Les États-Unis, ce n'est pas l'exemple type du pays qui investit dans un conflit sans intérêt. Absolument pas. Les États-Unis, pour ceux qui s'intéressent à l'histoire, je rappelle, c'est la doctrine Monroe qu'a subi l'Amérique latine, c'est la colonisation en griffe d'Haïti sur 20 années, on sait ce que cela a donné, c'est les conflits récurrents dans plusieurs pays qui généralement n'ont pas abouti à des solutions saines. Donc je suis très très réservé, je dirais même très très agacé, parce que pour moi, si Kigali et Kinshasa peuvent se parler à Doha, ils peuvent se parler à Washington, cela sous-entend qu'ils auraient pu se parler à Luanda, qu'ils auraient pu se parler, je ne sais pas moi, à Abidjan, à Dakar, qu'ils auraient pu se parler, je ne sais pas, à Cotonou, qu'ils auraient pu régler ce problème à l'africaine de façon, comment dirais-je, à pouvoir sauvegarder leur intégrité. Parce qu'en réalité, ceux qui sont partis vendre, que ce soit le Rwanda ou que ce soit le Congo, ceux qui sont partis vendre aux États-Unis, c'est leur liberté, c'est leur intégrité. Les États-Unis, c'est un pays, les États-Unis sont un pays, lorsqu'ils investissent dans une région, ils ne la quittent plus. Ou lorsqu'ils la quittent, tout est dépeuplé. Ils la quittent vraiment en laissant politique de la terre brûlée, il n'y a plus rien ensuite. Donc je suis très réservé, parce que je pense que pour moi, le Congo et aussi le Rwanda mettent les pattes dans un engrenage dont ils ne sortiront pas. Pour vous, les États-Unis sont en train de faire du business avec les deux pays du marchandage? Mais bien sûr. Alors, il faut bien savoir, vous avez encadré M. Kagame. Vous l'avez soutenu dans son mouvement. Vous avez encadré ses forces armées. Le Rwanda, ça, c'était avant que cette agression ne commence. Est-ce que les États-Unis sont toujours derrière Kagame? Bien sûr. Alors, il faut que je précise. Je fais bien le distinguo entre la gestion de M. Kagame du Rwanda, qui est saluée par un bon nombre de personnes, ne serait-ce qu'en termes d'avancées économiques, d'avancées stratégiques, d'encadrement, ainsi de suite. Là n'est pas le problème. Le fait est que un certain nombre de choses, il a pu le faire parce qu'il avait des soutiens. Et maintenant, moi, ce qui me gêne, c'est qu'on a l'impression que ces soutiens, ils sont lourds. Et ces soutiens, d'une certaine manière, l'instrumentalisent. Parce qu'en vérité, Kagame a plus à gagner de la paix avec le Congo que d'un conflit avec le Congo. Moi, j'ai posé la question, je rappelle aux gens que Mobutu posait la question déjà à l'époque, quoi qu'on en dise. Je ne suis pas un fan de Mobutu, mais après, il faut tirer le bon grain de livret. Mobutu posait la question de la fédération des États des Grands Lacs. Donc moi, ça m'a étonné. Lorsque on a des conflits récurrents avec le Rwanda, de temps en temps avec le Burundi, on voit que ça implique le Congo, ça implique l'Ouganda. En réalité, au lieu de parler de sécession et de division des territoires et de prédation de ces territoires, mais pourquoi personne n'a posé la question de la fédération des États des Grands Lacs, alors que Mobutu posait ces questions à cette époque? C'est-à-dire qu'il y avait déjà une réflexion. On oublie aussi qu'à un moment, Kagame et Tshisekedi ont tenté un rapprochement. Malheureusement, si je me rappelle bien, Tshisekedi, dans les mois qui suivent, avait son élection présidentielle et a eu l'opposition congolaise qui lui est tombée dessus. Donc, c'est-à-dire que des rapprochements entre États avec des peuples qui sont répartis de part et d'autre des frontières, qu'une histoire commune, on aurait pu trouver une autre solution. Merci beaucoup à vous. Je reviendrai à vous tout à l'heure pour un autre aspect. Bonsoleil Obekou, les États-Unis ont finalement une proposition de la République démocratique du Congo et du Rwanda, proposition faite par ces deux pays pour aboutir à un projet de paix. On sait que la crise dans l'Est de la République démocratique du Congo a suscité plusieurs interventions dans le cadre des médiations. Une médiation est justement dirigée par les États-Unis et c'est un haut responsable des États-Unis, en tout cas chargé du Moyen-Orient et de l'Afrique, qui annonce justement que les deux pays ont fait des propositions. Oui, au fait, avant ces propositions, ils ont déjà signé un accord de principe
qui permet de discuter, d'aboutir à la paix. Ils avaient déjà signé cet accord-là et ce n'est que la suite logique de cette démarche pour aboutir à la paix que ces propositions ont été faites par les deux pays pour étude. Donc je crois que ces propositions seront étudiées pour voir pour arriver à un terrain d'entente pour que la paix puisse revenir. C'est l'objectif pour la médiation que conduit les États-Unis. Et il faut le dire que ces deux pays, surtout avec le conflit à l'est de l'RDC, tout le monde, je crois que ce conflit intéresse beaucoup de gens en ce sens que la République démocratique du Congo a beaucoup souffert de ces conflits-là, de la guerre, et la population de l'Est de la RDC qui souffre énormément. Et je crois que cette reprise de la guerre a quand même interpellé beaucoup, et l'Union africaine en premier, et après les diplomaties étrangères qui viennent au secours, au chevet de ces deux pays pour amener la paix au Congo. Donc actuellement c'est le processus qui continue, et tout ce que nous pouvons dire, c'est de souhaiter que ces pourparlers aboutissent à un accord pour une paix vraiment durable au Congo. Vous êtes optimiste, enthousiaste, contrairement aux Russes? Non, au fait, par rapport au passé, avec la guerre a trop duré. La guerre dure depuis longtemps en RDC, et chaque fois, il y a eu quand même cette tentative de rapprochement, cette tentative de régler ce conflit entre les deux pays, et le Rwanda et la RDC, et des tentatives qui ont échoué. Et bon, on ne peut pas être quand même optimiste, mais le souhait c'est que ces accords, ces pays arrivent à s'accorder et que la paix puisse revenir. C'est de ça qu'il s'agit, parce que après tout c'est les populations qui souffrent, les populations qui en paient un lourd tribut, et il faut vraiment que les uns et les autres puissent mettre de l'eau dans leur vin pour que un vrai accord soit signé au bout, et que les gens puissent respecter ces accords-là. N'oublions pas qu'il y a eu ces attentes-là, ces accords de par le passé, certains qui n'ont même pas été respectés. Et c'est ce qui a fait que la guerre continue. Et aujourd'hui, il est vrai, je l'ai dit tantôt, qu'il y a des diplomaties étrangères qui viennent pour aider. Il y a le Qatar, mais il faut le dire, l'Union africaine, les démarches de l'Union africaine aussi ont beaucoup servi, parce que au début, quand vous attendez les responsables congolais et parler de la médiation de l'Union africaine, ils le disent toujours que c'est l'Union africaine qui a quand même jeté les bases de ces rencontres, de ces discussions, et que c'est ça qui a permis à ce que les autres qui sont arrivés après ont pu quand même aider à ce que les choses avancent. Horus, rapidement, est-ce qu'un accord entre le Rwanda et la RDC permettrait de résoudre le problème? Parce qu'on sait qu'officiellement sur le terrain, c'est plutôt le M23, c'est plutôt d'autres groupes rebelles qui sont à la manette. Non, les États-Unis imposeront un accord entre le Rwanda et la RDC, c'est sûr et certain. Sauf et sur le terrain, est-ce que ce sera exécuté par le M23? Alors, la question n'est pas de savoir si ça sera exécuté, ça sera exécuté. Sauf que le problème qui se pose, c'est que les deux pays vont en sortir affaiblis. Parce que, comme je disais, il y a eu un accord il y a un accord qui est sur les minerais qui hypothèque, un accord qui hypothèque les minerais du Congo. Et donc, si vous voulez, oui, il va avoir peut-être la paix, ainsi de suite, mais il va avoir la paix nécessaire pour l'exploitation des ressources minières du Congo. Et maintenant, quand l'honorable tout à l'heure parle du conflit récurrent au Congo, le conflit récurrent au Congo disons, il existe à cause de l'implication des puissances. Lumumba, son assassinat, il est motivé. Mobutu,
a été soutenu par les Américains. L'uranium qui a servi à Hiroshima et Nagasaki était un uranium congolais. Oui. Donc les intérêts américains, ils sont depuis un bon nombre de décennies au Congo. Et pour moi, j'estime que peut-être que la question est là, c'est-à-dire peut-être que le problème de la stabilité du Congo est justement du fait de puissances qui s'en mêlent, qui l'exploitent et qui n'ont pas du tout envie de voir ce pays stable et en sécurité. Et si c'est les puissances qui le font, est-ce que les États-Unis pourront dire non à tout le monde? Oui, au fait, s'il y a des intérêts, il y a aussi des intérêts qui sont en jeu. Donc, pour répondre à la question, les États-Unis, ils ont aussi leur intérêt. Il y a d'autres puissances, quand on parle de puissances, il y a d'autres puissances aussi qui ont leur intérêt. Donc, alors là, il faut s'attendre à ce que chaque puissance fasse sa médiation. Non, une médiation américaine permettrait de résoudre le problème. Non, une médiation américaine, par exemple, si les deux pays arrivent à trouver un accord et qu'ils s'engagent pour la paix, je crois que ça serait quand même suffisant. On n'a pas besoin de beaucoup de médiation des puissances pour qu'on puisse arriver à la paix. Et puis, la paix s'impose parce que je pense que même s'il y a des intérêts des puissances étrangères, il revient aux Africains, eux-mêmes de prendre conscience de la souffrance de leur peuple et de pouvoir courageusement résoudre ce problème une fois pour de bon. Les gens, les autres peuvent intervenir, les puissances peuvent intervenir pour aider à... Les puissances n'aident pas. Les puissances, elles sont prédatrices. Les puissances, elles arrivent dans un territoire... C'est séculaire, hein. Le procédé est toujours le même. L'idée, c'est la prédation, comment dirais-je, couper les transmissions qui permettent au peuple d'accéder à l'éveil et profiter de toutes les richesses qui sont sur le territoire. Le Congo, avant le Congo actuel, on a eu le Congo belge. Après, on a eu le Congo avant ça, on a eu le Congo de Léopold. À aucun moment de ce processus-là, il n'a été question du développement du Congo. À aucun moment. C'est-à-dire, c'est un pays qui a été pillé, repillé, et à chaque fois, c'est au détriment des populations. Et c'est pas seulement au Congo, c'est à tous les niveaux de disons, sur tout le continent africain. Donc, pour moi, les populations peuvent réellement construire leur développement, mais à condition qu'on leur en laisse l'occasion. Comme je disais tout à l'heure, le Rwanda ne fabrique pas d'armes, hein. Le Rwanda n'a pas d'usine d'armes. Les rebelles qui attaquent le Rwanda, le M23, ils sont équipés. Mais étonnamment, personne ne pose la question de savoir équipés par qui, financés par qui, entraînés par qui, encadrés par qui. S'ils le sont par les troupes rwandaises, ok, d'accord, donc de fil en aiguille, on repose encore la question. Oui. Équipés par qui, financés par qui, encouragés par qui? Merci beaucoup. On va y revenir peut-être dans le deuxième sujet. On va le temps de marquer la première pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.